votre avocat de la défense. Après la plaidoirie, chose que je ne vous ai pas indiquée au début, c'est vous le jury. Donc nous vous poserons la question de savoir s'il faut sauver le dialogue social. Amis de la relation, du dialogue et de la posture, bonjour. Qu'est-ce que j'entends? Non mais qu'est-ce que j'entends? De quoi est-ce qu'on accuse-t-on le dialogue social? Lors du dernier tribunal des flagrants délits RH, ça a été évoqué tout à l'heure par Monsieur le Président, Stéphane Chevet, que vous venez d'entendre, avait positionné le problème. Comment être une instance représentative démocratique au sein d'une organisation de nature dictatoriale que représente une entreprise? Ne vous y trompez pas, mesdames et messieurs les jurys, c'est une vraie question. Mais une autre question lui est connexe, que je me permets de formuler ici ce soir. Comment échapper à la tentation technocratique partisane lorsque l'idéal se transforme en central? Comment faire pour se parler, hein? Autrement dit, en France, comment faire pour négocier sans s'écouter? Je vois déjà monsieur le procureur frétiller follement, avec son air chafouin et ses ronds de jambes extravagants, à l'idée de me voir aller dans son sens. Oui, je le concède volontiers, la culture du dialogue social dans notre vieux pays féodal est très particulière, voire même un tantinet schizophrène. Voyez-vous, cette difficulté plonge ses racines dans un atavisme historique. Figurez-vous, mesdames et messieurs les jurés, que Jules César, on mentionnait tout à l'heure 8 siècles, c'est il y a presque 21 siècles, dans son commentaire sur la guerre des Gaules, avait relevé le problème de ceux qui allaient devenir des Français. Malgré une culture commune, écrit-il, ces derniers sont divisés en une soixantaine de peuples indépendants. Tous veulent préserver leur liberté. Les uns essaient de dominer leurs voisins, tandis que d'autres s'allient aux Romains. Évidemment, toute similitude avec des faits plus contemporains est de s'étonner. Dans la Gaule, poursuit-il, non seulement chaque État, chaque tribu, mais encore chaque famille était divisée en 2 partis. Et à la tête de tous ces partis, il y avait, je vous le donne en 1000, il y avait des chefs. Des chefs. Comment s'étonner que notre culture du contre-pouvoir ressemble toujours à un combat de chefs gaulois portés sur des boucliers peints aux couleurs de leurs terroirs ancestraux? Chacun fait sa cuisine. Vive la merguez et suce au poulet. Monsieur le procureur lui-même, regardez-le, ce beau et rare spécimen de Lillois flamand, nous a servi en plat d'inconsistance son chaud-froid en croûte de ses yeux. Oui, c'est une recette qui lui a été refilée en douce par le patron du MEDEF, le chaud-froid croûte de ses yeux. Mais revisité au chou de Bruxelles, mariné par sa tata Frida, en carbonate vegan, et dont les couleurs flatulentes donneraient des nausées à un caméléon adulte. Revenons à nos moutons, si j'ose dire. Les médias nous rapportent volontiers les difficultés ou échecs des négociations paritaires et moins les succès, mais qu'importe. L'État lui-même, il faut bien que chacun fasse son beurre en montant au feu et l'État lui-même en tire ses marrons. À chacun sa vérité, sa solution, contestataire ou réformiste. Les syndicats doivent, et puis il n'y a qu'à, Faucon, et s'il n'y a pas, il n'y a qu'à faire faire. Faire faire. Mais c'est vite dit, faire faire, mais par qui? Ça ne se délègue pas, le dialogue, hein? Pas plus que ça ne s'ordonnance. Le dialogue, soit c'est vivant, soit c'est sourd. Comment faire pour se parler?
dans un univers où la vertu suprême de tous bords est l'alignement, où l'idée même de contre-pouvoir est ipso facto réputée révolutionnaire. Et quand le pouvoir lui-même se prétend révolutionnaire, histoire de faire genre, le contre-pouvoir devient-il lui-même contre-révolutionnaire, prouvant par là que le révolutionnarisme se nourrit de sa vaine contre-révolutionarité? Avouez, mesdames et messieurs les jurés, qu'on y perd ses pantins, son latin. Condamner les relations sociales sous prétexte que les syndicats n'arrivent pas à sortir d'un fonctionnement archaïque, soi-disant, c'est comme condamner la démocratie sous prétexte que les partis politiques s'enlisent dans leurs contradictions et leur soif de pouvoir. Alors, vous me direz qu'une démocratie s'appuie sur la légitimité d'une représentation de ses membres, et vous aurez raison. Le problème est qu'en France, et pour des raisons qui ont été très bien expliquées tout à l'heure par M. Pavageau, et je ne l'avais jamais entendu aussi clairement, en France, les syndicats finissent par fonctionner comme des partis. Ils ne représentent plus que leurs adhérents, qui fondent comme peau de chagrin devant un jeu d'acteurs devenu pathétique. Écoutez-les s'invectiver avec les mots de Johnny. « Excuse-moi, partenaire, de venir à toi, mais c'est avec mes mots que tu danses là. » Oui, alors c'est là qu'on voit qu'il vaut mieux se risquer au barreau qu'à la scène. Donc pour la sauvegarde de mon client, je vais continuer en parlant. « Excuse-moi, partenaire, de te paraître froid. Ailleurs, il te faudra chercher quelqu'un d'autre pour danser, car ces adhérents-là, ils dansent avec moi. Yeah. À que coucou, comme disait la célèbre marionnette. Enfin bref, certains appellent ça une intersyndicale. Les entreprises qui, inspirées par la branche molle du MEDEF, une branchouillette, ont engagé une politique de négociation systématique avec leurs syndicats, ont conclu des accords, certes, mais sans que le niveau d'insatisfaction et de conflit ne baisse pour autant. C'est que les uns comme les autres se sont trompés de cible. Ils ne se sont partagés que leurs intérêts propres. Enfin, propres. Comme le dit Gilles Verrier, c'est oublier un peu vite l'acteur premier de l'entreprise, les collaborateurs dans leur ensemble. Ce sont d'abord leurs perceptions qu'il s'agit de prendre en compte, leurs attentes auxquelles il faut répondre, leur réalité qu'il faut faire évoluer, leur adhésion qu'il faut gagner. La vache, il y a du boulot. Alors, j'ai une proposition à faire. On parle aujourd'hui à gorge déployée de la marque employeur. À quand la marque syndicale? Autrement dit, comment attirer les salariés à mettre leur talent au service d'un bien commun? Et au demeurant, soyons fous, la marque employeur ne devrait-elle pas s'appuyer sur la marque syndicale pour attirer les talents? Alors là, je connais un chaud-froid de proc qui risque de tourner à l'aigre. Mais réfléchissons tout de même. Une bonne marque syndicale ne serait-elle pas un excellent levier pour une marque employeur d'avenir, une garantie pour les talents visés que l'entreprise qu'ils intègrent et dans laquelle ils travaillent les invite à être partie prenante d'un salutaire équilibre des pouvoirs au service de la qualité de leur travail et de leur vie, tout autant que d'une entreprise durable, au lieu de se jeter à corps perdu et pour des temps de plus en plus courts dans des boîtes sans garde-fou, une bouteille à la mer. Les gens ne veulent plus perdre leur vie à la gagner, pas plus qu'ils ne veulent cautionner des débats stériles. Ils entendent comprendre ce qui leur est demandé, faire en sorte que leur point de vue soit pris en compte et considèrent comme un préalable à l'action le fait d'adhérer au projet qui la fonde. Pour cela, comme dans tout groupe humain, il importe de fédérer des pôles qui prennent en compte les besoins spécifiques des véritables parties prenantes. C'est le sens très profond de la notion de corps intermédiaire.
Ceux qui dénient l'importance des corps intermédiaires ont la tête au niveau des pieds. Oui, il n'y a rien entre. Regardez le procureur, il a le cerveau dans son gros orteil. Et encore, c'est flatteur, ça aurait pu être son petit quinquin. Les relations sociales ne peuvent pas être condamnées parce qu'elles constituent l'unique voie pour concilier performance économique et performance sociale. Parce que la performance économique tient aujourd'hui de plus en plus dans un monde qui brûle à la performance sociale. Ne nous leurrons pas. Les directions qui ne cèdent aux revendications que pour écarter ce désormais redouté risque social, uniquement parce qu'il coûterait encore plus cher aux actionnaires, n'ont rien compris aux enjeux qui les attendent. Oui, mesdames et messieurs les jurés, l'entreprise de demain ne peut être considérée uniquement comme une source autonome de profits financiers, parce qu'elle impacte les aspects sociaux, économiques, sociétaux, écologiques, en un mot politique, avec un grand P, du monde dans lequel nous vivons, quoi. OK, toutes les parties prenantes doivent le comprendre et se réinventer en vue d'un bien commun. C'est certain. Et encore aujourd'hui, les citoyens réclament-ils leur voix au chapitre? On aurait tort de les négliger sous peine de rire jaune. Cela va prendre du temps et de profondes remises en cause, c'est certain, et de tous bords. Mais nous avons une chose essentielle à comprendre ce soir. C'est que cela est nécessaire et inévitable pour ne pas sombrer dans un chaos totalitaire ou anarchique. Et vous l'avez remarqué dans l'histoire, et parfois dans les rues de nos villes, les deux se rejoignent toujours in fine, l'anarchique et le totalitaire, pour le plus grand malheur des dindons de la farce. Condamner les relations sociales, ce serait balayer d'un revers de main la pertinence de ce que le philosophe Pierre Lévy nomme la coopération collective civilisée. Presque un gros mot dans ce monde de brutes. Je vous demande donc, mesdames et messieurs les jurés, d'acquitter ces relations sociales, ce salutaire effort de dialogue qui, malgré une transition difficile, conditionne plus que jamais notre avenir et la société dans laquelle nous voulons vivre. Et ce, nonobstant les sournoises exagérations marseillaises du rougeot de Lille. Mesdames et messieurs les jurys, ça va être à vous de prendre votre décision, votre verdict. Faut-il sauver le dialogue social? Ceux qui sont d'accord avec cette affirmation, vous levez la main. J'ai remarqué, regardez-le. Oh la vache. Ah bon. Je ne peux pas être jury et en même temps témoin. Je vous remercie, je pense que la cause est entendue. Donc l'acquittement, vous l'avez. Merci beaucoup. Je vous rappelle donc simplement qu'au mois de novembre, nous aurons donc notre prochain tribunal, que c'est donc le coaching qui sera mis en accusation. Si par hasard, vous avez des idées pour qu'on compose le casting, puisque vous faites partie du jury, vous nous contactez et puis vous nous proposez des noms. Essayez de nous proposer des femmes aussi. Vous avez vu que... Bon, voilà. J'en dirai pas plus. Vous avez un excellent cocktail qui vous attend. Merci encore de votre attention.